Entretien, le podcast qui commence par le début. Un début qui nous emmène cette fois-ci à l'international, à la rencontre de Nicole, qui utilise un nom d'emprunt et qui a quitté le territoire français pour aller s'installer aux États-Unis. Mais avant de commencer, si vous avez aimé les précédents épisodes, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et suggestions d'amélioration, je les lirai avec attention. Et si vous souhaitez donner un coup de main à ce projet, je vous invite également à vous rendre sur mon Patreon. Son lien est en descriptif de chacun de mes podcasts. Et en remerciement, vous pouvez obtenir des bonus audio inédits pour chacune des personnes qui ont déjà été interrogées. Et attention, car cette fois-ci, c'est un véritable mini-podcast qui vous sera prochainement proposé en bonus inédit, issu des échanges informels que nous avons eus Nicole et moi pendant l'enregistrement, mais qui ne concernaient pas directement son récit personnel. Cela étant dit, je vous laisse désormais en compagnie de Nicole. Nous sommes donc avec Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour, enchantée. Je vais commencer par te laisser faire ta présentation. Donc Nicole, franco-américaine et suisse aussi. C'est un peu compliqué. J'ai grandi du CP jusqu'en terminale en France. Du coup, un peu un mélange de cultures, toujours dans ces cercles un peu multiculturels. Et je bosse en humanitaire. Pour le moment, je suis entre deux boulots. Mais voilà, c'est ça ma passion. J'adore passer du temps avec des amis, organiser des petites fêtes, jouer de la musique, ça c'est plutôt seul. Mais bon, voilà, c'est ce que je peux trouver pour mon introduction. Et aussi, du coup, bilingue. Peut-être ça va être difficile de trouver des mots parfois, mais j'essaye. Donc, on commence par la question rituelle de début de podcast. Est-ce que tu te souviens quel est ton plus ancien coup de cœur, plus ancien crush que tu aies eu éprouvé? Oui, c'était en CE1. Je veux dire qu'il s'appelle Jean. Coup de cœur, genre j'avais pas de questions, c'était juste clair. C'était lui, on voulait passer tout notre temps ensemble, on allait chez l'un chez l'autre. Et enfin là, la seule chose dont je me rappelle aujourd'hui, c'est que je voulais vraiment qu'il passe la nuit une fois comme mes autres copines quoi. Et ma mère elle a dit non. Ouais, j'ai dit pourquoi? Et elle a dit un truc du genre tu comprendras quand tu seras plus âgé. Et j'ai grandi en gros dans une famille chrétienne un peu. Mon père non, mais voilà, c'était les règles de ma mère. Du coup, c'était un moment triste et j'ai dû un peu déconstruire. Je crois que plus tard, je lui ai posé la question, et si j'étais lesbienne, est-ce que personne pourrait dormir chez nous? Bonne question. Est-ce que tu peux me dire ce que représentait l'amour pour toi en maternelle et éventuellement en école élémentaire? L'amour, je pense de façon un peu traditionnelle, je dirais. S'il y a une personne avec laquelle tu vas passer le reste de ta vie. En maternelle, je suis pas sûre. J'étais occupée par les puzzles. J'ai vraiment eu de la chance, mes parents sont d'ailleurs toujours ensemble. Un exemple de communication assez robuste et d'amour mutuel. Donc pour moi, c'était assez simple, c'était que je pouvais trouver ça. Et voilà, un projet, un partenaire avec qui construire des projets de vie. Et donc ça nous mène jusqu'à la fin de l'école élémentaire? Un projet de vie, ouais, et puis oui, ça devient un peu plus romantique, un peu plus passionnel avec les histoires que t'entends des plus âgés, de tes amis, ce dont ils rêvent. Et scolairement, comment ça se passait à l'école? Élémentaire, tout se passait très bien, j'avais pas de soucis, c'était difficile. Moi, j'étais venue des États-Unis juste avant le CP, je crois. Et du coup, ça, c'était difficile, l'adaptation culturelle. Là, pour le moment, on est encore fin école élémentaire. On arrive au collège. Voilà. Le collège, ça se passe comment? Collège, tout se bouleverse. Académiquement, c'est plus difficile. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je suis sûre que les changements sociaux et hormonaux, ça joue un rôle. Avant, j'arrivais assez bien académiquement, mais après, c'était un peu plus difficile. Mais bon, voilà, j'essayais pas énormément parce que ça semblait pas faire de différence quand j'essayais énormément. Mais bon, j'essayais un peu. Puis j'avais des chers amis, quoi, avec lesquels je parcourais ça. D'accord. Et tu as eu des émois amoureux? Quel était ton rapport à l'amour au moment du collège? Oui. Les premiers, je pense, ça a dû être en 5e, je crois. Mon premier rapport émotionnel, c'était un mec, Antoine,
qui un ami de famille qui disait c'est une histoire un peu traditionnelle. C'est le mec qui a pris l'initiative et avec qui on a envoyé des messages. Puis il a demandé de sortir ensemble. On a dit oui. C'était normal, sauf que ouais, j'avais découvert après qu'il avait fait un pari. Ouais, c'est mauvais, ça. Il allait faire un truc, pas pour sortir avec moi, mais pour, je crois en français on dit rouler une pelle. Pour faire ça à une fête, et j'ai trop pas kiffé. Je me suis dit, en fait, j'aime que embrasser hyper simplement. C'était ma première fois, j'ai dit, c'était un peu langue partout. Je dis peur, pour ça, j'aime pas. Surtout si t'en avais pas entendu parler avant. Ouais. C'est ça qui s'est passé, non? T'avais jamais entendu parler du roulage de pelle et c'est arrivé comme ça d'un coup? Enfin, j'avais pas fait, ouais, voilà. J'ai regardé les films, ça avait l'air romantique, mais en même temps, ils sont pas, genre, Ben voilà, c'est ça. Tu poursuis, ton collège. Comment ça se passe scolairement? T'arrives à suivre? Non, c'est difficile, dans les 12-13. Mais c'était un programme un peu difficile. C'était on faisait tous le programme français et en plus de ça, on faisait chacun notre section internationale. Un truc comme ça, un petit. D'accord. Du fait que tu étais binational. C'était beaucoup de travail. T'étais dans un lycée particulier? Enfin, pardon, un collège particulier? Ouais. Toute la scolarité, c'est avec le même groupe scolaire, on peut dire. Ouais, donc du coup, je reconnais que c'était un programme un peu plus difficile, mais quand même par rapport aux autres dans mon programme, c'était difficile. D'accord. Ouais. Donc tu entres au lycée et comment ça se passe? Ça va. J'ai la chance d'avoir quand même des amis. On a plein de belles expériences ensemble, je trouve. Pareil pour les amoureux, je trouve que ce sont des histoires un peu banales. Tu vois quelqu'un parler à quelqu'un, machin. Je peux dire qu'au lycée, j'ai pris mes premières initiatives pour sortir avec une personne que je voulais, par exemple, ou même deux. Donc ça, c'était différent. Non, pas en même temps. Non, j'étais toujours. Moi, ça fait 2 ans que je suis. D'accord. Dans une forme de polyamorie. Des situations dans lesquelles j'aurais voulu être avec 2 personnes. J'ai sûrement une situation comme ça. Vers la fin du lycée. J'avais mon meilleur ami, on faisait tout ensemble, on pouvait se finir les phrases, mais aussi on se finissait les tâches. Par exemple, on pouvait se deviner ça, c'était incroyable. Et puis j'avais mon copain que je connaissais à travers l'église et c'était parfait, sensuel. On était très connectés sur plusieurs niveaux. Et du coup, c'est ma mère qui a dit que peut-être je devrais commencer un harem. C'est beau. Elle a prouvé, en tout cas. Elle a prouvé, je crois qu'elle regrette. La seule partie peut-être intéressante du lycée, c'est que j'ai pris l'initiative pour sortir avec une personne et ensuite pour une autre qui deviendra mon mari dans le futur. Prochain chapitre. Je suis avec mon amoureuse. Et est-ce que tu réussis à avoir ton bac déjà? Non, si ouais. Mention bien, parce que tu vois, c'était un programme difficile et du coup, ils m'ont fait chier pour toute ma scolarité pour que le bac soit un peu plus facile pour moi et ça a marché. Bravo. D'accord. Okay. Bah, comme quoi, ouais. Voilà. Donc, tu quittes le lycée avec le bac en poche. Vers quoi tu te diriges derrière, que ce soit professionnellement ou d'autres études? C'est assez rapidement l'humanitaire. Donc, de travailler dans des pays à bas revenus. Ça a été un peu mon but très rapidement. Donc j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup de connexions à travers mon église. Donc j'ai grandi religieuse. Et du coup je suis allée en Afrique de l'Ouest. En gros avec de l'argent de mon église pour pouvoir participer à des projets là-bas. Et c'était incroyable, c'était genre voilà, je suis là sur la terre pour ça, tu vois. D'accord. Okay. C'est mon moment de voilà, je sais pas comment on appellerait ça, de conscience professionnelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si tu as envie d'aborder la question de ta foi, c'est pas un problème, hein, je le précise. Ouais, bah ça, c'est rattaché. C'est rattaché à mon histoire, bien sûr. J'étais très impliquée. Mais l'humanitaire, c'est séparé de ça. D'accord.
genre mes intentions professionnelles. Mais donc ça reste une partie importante de ma vie. Même je voyage là-bas alors que mon chéri, il habite toujours en France. On construit notre relation comme ça, à distance plutôt. Moi, je fais un diplôme un diplôme tout simple en business interculturel aux États-Unis puisqu'ils offrent ça en ligne. On est ensemble avec mon chéri, donc je vais l'appeler Kwame. 7 ans ou genre 6 ans, et puis on a parlé graduellement du mariage. On connaît tous l'escalator relationnel. Oui. Bonjour, ici le safe du futur, en plein montage. J'interromps un instant cet entretien parce que contrairement à ce que nous venons de dire, il me semble que tout le monde n'est pas familier avec le concept d'escalator relationnel. Je me permets donc maintenant de vous lire la définition qu'en fait l'Urban Dictionary. Excusez-moi pour mon accent. Il y est donc défini comme étant l'attente sociale selon laquelle une relation romantique doit automatiquement suivre un ensemble d'étapes et mener au mariage, à la parentalité et à l'accession à la propriété. On parle donc d'étapes, de paliers, que l'on est censé franchir dans une relation dite sérieuse. Ça commence par le flirt, ça continue par le sexe, le mariage, faire un enfant, fonder un foyer. Ces étapes sont censées être une ligne continue, on ne revient pas en arrière. Si ce concept ne vous est pas familier, vous pouvez trouver de nombreuses ressources sur internet. Je vous conseille de commencer par le podcast Le cœur sur la table, qui en parle dès son premier numéro. N'hésitez pas à venir en commentaire afin de proposer d'autres ressources, si vous en avez. Nous pouvons à présent reprendre le cours du podcast. On se marie, on a des enfants, etc. pour avoir un bon boulot, pour que les enfants puissent aller à une bonne école, pour avoir un bon boulot et pour continuer le cycle. On allait rentrer là-dedans, on était très heureux. Enfin, j'étais très heureuse, je vais pas parler pour lui. Du coup, j'étais aux États-Unis quand on était ensemble et qu'on parlait de mariage. Je faisais un boulot avec lequel je gagnais assez bien, heureusement. Et je disais, si on parle beaucoup de mariage, est-ce qu'on va vraiment se marier? Et lui, il a dit, on peut pas faire ça dans des pays différents. Et moi, j'ai dit, touché, t'as raison. On s'est dit qu'on voulait se marier, mais il semblait toujours y avoir des raisons pour ne pas le faire. Donc, c'était bizarre et j'avais beaucoup de questions. Et puis lui, ça l'a frustré que je posais des questions, je dirais. Après, en gros, quelques mois, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une femme dans sa vie, qu'on connaissait tous les deux de l'église, hyper dramatique. Moi, je la connaissais pas trop, mais en gros, il m'avait dit qu'il s'était embrassé, tu sais, après une longue conversation. Moi, j'ai découvert un truc sur le téléphone, blablabla. Il m'a confessé qu'il s'était embrassé. Et bien sûr, moment de tristesse, de choc, ah oui, c'est peut-être pour ça que tu voulais pas te marier tout de suite. Toi, tu me donnais d'autres raisons, par exemple l'argent, l'âge. Je crois qu'on avait 25 ans, un truc comme ça, 24 ans. Donc ça, c'était nul. Après toutes ces conversations, moi, j'étais prête à pardonner. Je l'aime. Lui, il racontait des histoires incroyables, comme quoi il allait se suicider s'il n'allait pas la voir. Ça se passe en quelle année tout ça là, ce que tu me décris? 2014 et 15. D'accord, 2014-2015. Ok. Et il était très intelligent, mais pour une raison ou une autre, il n'arrivait pas à voir que c'est pas vraiment de l'aide ce qu'il fait avec cette personne. Bon, après je l'ai pardonné, c'était une conversation dramatique, tu sais, la réunification, ça vient avec ses propres émotions, délation. Je sais pas si c'est un mot commun en français. Mais bon, après en gros, il a décidé qu'on allait se marier. Et malheureusement, 2 semaines après ça, j'ai vu encore un autre truc sur mon ordinateur qu'il utilisait, comme quoi ils parlaient ensemble avec cette femme. C'était de façon amicale qu'il parlait ou il avait repris? Non, c'est juste que je voyais qu'il parlait avec elle. Du coup, à ce moment-là, là, ça devient un petit drame. Là, le podcast devient genre un truc de telenovela. Est-ce qu'il t'avait dit qu'il allait couper les ponts ou est-ce que c'était pas le cas? Oui, bien sûr. En gros, j'ai vu juste le fait qu'ils parlaient, les deux. Et après, je lui ai posé la question, comment est-ce qu'elle va, la petite Corinne? Genre, t'as entendu parler d'elle? Parce que, enfin, on avait une relation où on pouvait en parler. C'est juste le problème, c'était les mensonges. On n'était pas ouverts, je précise. Mais il a dit non, ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu parler d'elle.
je m'inquiète un peu, j'aimerais bien savoir comment elle va. Et et après, du coup, quand il m'a dit ça, je me suis donné le feu vert pour lire leur échange et c'était un truc incroyable. C'était un truc qui est vraiment difficile à croire. Comme genre, c'est pas un film. Il lui disait qu'il habitait en Chine. Il lui disait que, enfin, j'avais lu la conversation où elle était fâchée qu'elle lui avait pas dit qu'on s'était mariés. Et elle a dit, comment tu pourrais me faire ça? Et puis lui disait, tu sais quoi, le truc, c'est que aux États-Unis, elle est devenue enceinte de quelqu'un là-bas. Et puis elle m'a demandé de la marier. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'était mariés, pour voilà, préserver une bonne image avec l'église. Donc un énorme bonimenteur, quoi. Ah mais absolument. Et puis moi, j'étais là, je savais même pas que c'était possible qu'un humain puisse faire ça. Du coup, voilà, mes amis qui re-rentrent dans l'image. J'ai toujours été hyper bien entourée, incroyablement bien. Et dans ce moment-là, enfin, j'ai eu une énorme reconnaissance pour eux, quoi. J'aurais appelé sur un Zoom, je crois. On a fait un partage d'écran, on a lu ensemble. Moi, j'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, pas besoin de passer plein de temps dessus, mais en gros, pardonner, donner une dernière chance. Tu vois, on a parlé. Moi, je lui ai proposé à ce moment-là une relation ouverte. Là, c'est en quelle année que tu lui proposes cette relation ouverte? C'est 2016. D'accord. Donc là, 2016, on s'est mariés. 2017, début 2017, on est dans ces conversations-là. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut avancer ça avec la confiance démolie? Hyper difficile. Mais moi, en même temps, je l'aime. C'est pas que j'ai envie d'aller autre part. Je sens un amour pour lui, qui me permettrait de lui donner une deuxième chance. Et du coup, à ce moment-là, je lui propose une relation ouverte, qui semble logique, avec les décisions qu'il prend, qui n'arrivent pas à s'arrêter, des choses comme ça. Parce que, ah oui, à ce moment-là, il avait avoué aussi qu'il y avait d'autres femmes. Est-ce que c'est lui qui t'a vraiment avoué qu'il y avait d'autres femmes ou tu l'avais deviné ou... Oui. Non, c'est lui qui a fait ça. Et en fait, c'est une technique. Maintenant, j'ai appris plein de choses. C'est une technique de donner... Et c'est ce qu'il avait fait la première fois, en fait. C'est lui qui avait donné l'information que ils s'étaient embrassés, alors qu'en fait, c'était pas vrai. C'était en fait qu'ils avaient déjà fait l'amour et tout ça. Donc, en fait, en donnant de l'information où il paraît vulnérable, moi, ça me donne l'impression qu'il est en train de me dire tout. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit après les 3 fois. Après nos 3 épisodes, il a dit, ça y est, maintenant tu sais tout. Je suis horrible, etc. Alors qu'en fait, c'était pas vrai. Donc, il m'a avoué qu'il y avait d'autres femmes. Et il a encore pas tout avoué, mais ça rendrait juste l'histoire encore plus longue. Mais en tout cas, du coup, relation ouverte, j'ai dit, chérie, est-ce que peut-être on pourrait pas passer en relation ouverte, comme ça, machin, moi je pourrais rester, on pourrait utiliser la protection, moi je me sens en paix, parce que ça fait vraiment chier le risque d'avoir une IST en relation monogame avec un mari. Et puis, enfin oui, c'est pas que je voulais voir ailleurs, mais moi je voulais que les choses soient honnêtes et sur la table. C'est une façon pour toi de respecter son fonctionnement finalement. Oui, enfin de l'aider. Il savait pas ce qu'il voulait tellement il était passionné dans le j'ai envie de faire ça bien avec toi, genre désolé, je suis horrible, j'essaye d'arrêter, je peux pas, tu vois. Je me suis dit il y a d'autres solutions quoi. Mais lui en réponse de ma suggestion, c'était tout le non, genre je t'aime vraiment et j'ai vraiment envie de bien faire ça, plein de belles choses, tu vois. Et du coup, j'ai fait bon, d'accord, on essaye une dernière fois, mais voilà, c'est la seule chance et après c'est fini. Du coup, malheureusement, j'ai retrouvé encore des choses qui nous ont menés dans des conversations, qui nous ont menés dans le fait qu'il me mentait encore par rapport à d'autres choses. Il y avait plein de choses, il y avait l'argent, il y avait... Et ces mensonges-là, c'était combien d'années après que tu t'es rendu compte de la 3e supercherie? Tout ça s'est passé dans l'espace de 1 an et demi à peu près. Donc la première fois, c'était avant qu'on s'était mariés. Ils s'étaient que embrassés, etc. Elle était folle. C'est ça toujours l'histoire. Hein. Et la deuxième fois, c'était quelques semaines après qu'on s'était mariés. Du coup, à peu près 8 mois après le premier. Et après, je pense 8 mois après ça, j'ai retrouvé plus de choses. Ouais, genre... Bref, je vais pas trop essayer de l'insulter. Parce que très intelligent et puis notre relation était très spéciale. Mais voilà. Il savait pas ce qu'il voulait ou bien il était
très mal intentionné. Il y a que ces deux options-là, à mon avis. Ou peut-être tellement habitué au mensonge qu'il n'était pas capable de fonctionner autrement. Ah oui, absolument. Enfin, on a essayé de déconstruire ça au plus. Et puis, enfin, c'est impossible d'entendre qu'ils me disent, toi, t'es la personne qui me connaît le mieux. Et lui, il continue à mentir comme ça. C'est impossible d'imaginer de vivre comme ça. Enfin, pour moi, voilà. Je crois qu'il y a des gens, et je crois qu'il y a une culture, il y a une culture un peu masculine de la normalisation du mensonge, je trouve. Donc il y a plusieurs choses en jeu là, mais bon. En gros, après la 3e fois, du coup, j'ai décidé de terminer. Ça, c'est la version résumée. Et voilà, j'avais pas d'argent, il y avait des histoires enfin, moi, j'avais presque fini mes économies, mais il y avait aussi des histoires de dettes qui ont été prises de mon compte parce que j'étais française et lui non, voilà. C'était vraiment nul. Donc, du coup, je suis retournée aux États-Unis vivre avec mon grand-père, où je gagnais assez bien. J'avais la chance de gagner assez bien. Et voilà commence le prochain chapitre de ma vie dans cette chronologie. Donc, tu te sépares de lui, vous divorcez du coup. Voilà, c'était compliqué parce que papier, je sais pas si vous connaissez, mais il faut des trucs incroyables de documentation, faut calculer le temps de si tu commandes un certificat de naissance dans un pays de l'Ouest Afrique, faut que ça vienne, faut que ce soit le bon. Ouais, c'est un n'importe quoi administratif, mais on a réussi sans trop de soucis. J'ai vraiment beaucoup de chance avec aucun de mes 2 maris, j'ai eu enfant ou maison, propriété ensemble, ça a resté très simple. Donc après ce premier mariage, rêve, moi je me disais c'est bon, on a casé le mariage, seul problème c'est décider où on va vivre, tu vois, comment est-ce qu'on va faire notre vie, quel genre tu vois, du coup il y avait plus ça, et j'avais passé beaucoup de ma vie à être très pas restrictive au niveau sexuel, mais je sais pas s'il y a une meilleure façon de le dire. Mais du coup, après ce premier mariage, j'ai passé un moment à dire oui à beaucoup de choses. J'ai fait, en gros, beaucoup de choses que j'aurais voulu faire dans ma vie que je pouvais pas parce que on a grandi un peu strict avec ma mère, par rapport à mes amis, bien sûr. Du coup, c'était un peu tout. C'était le sexe, même de manger, de prendre des petits plaisirs dans la vie. De faire la fête. Ouais, ça, j'aime pas trop, mais je peux y aller de temps en temps. Non, c'est vraiment dans les relations intimes, aller visiter des amis, c'est enfin ceux qui m'ont soutenu pendant cette année de folie. Donc c'était super, mais en même temps, j'ai gagné du poids, j'ai eu des épisodes en Afrique de l'Ouest avec des préservatifs cassés, et je me suis dit faut que je me recalibre là. Ouais, et du coup rentrer en Californie pour bien commencer mon chapitre. J'ai rencontré un musicien dramatique à Los Angeles, et puis je me suis un peu posée parce que c'était bien, enfin lui il était très dramatique, donc du coup ça me donnait toujours une adrénaline similaire, peut-être on peut dire, mais je me suis bien amusée, rencontré plein de gens. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être dans cette phase-là. Et j'avais des projets de travailler dans l'humanitaire. Donc je parle beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, c'est bizarre, je me sens bien là-bas, dans plusieurs endroits différents. Donc du coup, j'allais retourner là-bas, sauf que malheureusement, je suis tombée amoureuse encore une fois de la personne qui deviendra mon 2e ex-mari. On va l'appeler Tom. Lui, avant même de sortir dans la conversation où on décidait de sortir ensemble, je lui ai proposé une relation ouverte parce que voilà, j'ai des problèmes de confiance en autrui, pour le dire gentiment. Il a dit non, j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie d'être avec que toi. Des grands mots. Je n'ai encore pas appris ma leçon parce que celui-ci aussi m'a trompé avec plusieurs personnes. Lui, je l'aurais deviné encore moins, il me donnait plein de confiance, il m'expliquait où il allait tout le temps, même s'il allait chez une ex-copine, chez la famille de son ex-copine, il montrait la photo où il y avait elle avec son nouveau petit copain, genre il a fait plein de choses comme ça pour m'aider à me sentir mieux avec lui, et ça a marché. Et malheureusement, une des femmes m'a appelée, elle est adorable, on est potes. Mais mes ex-maris avaient un super... Enfin, ils sortent avec des gens bien, quoi. Elle savait pas, elle avait découvert
je crois, mes informations après qu'on s'était mariés. Donc ça, c'est en 2020. On a fait un que mariage par Zoom, version Covid. Ouais, c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, hein. Ces personnes-là, en fait, elles étaient victimes aussi de ces mensonges. J'aime même envie de dire de leurs mensonges. Ouais. Ouais, alors la personne principale de mon premier mari, Kwame, elle était définitivement victime des mensonges, donc elle savait pas pour les autres personnes, quoi. Mais les autres, c'était des coups d'une nuit. On dit ça? Coup d'un soir? Coup d'un soir? Plutôt coup d'un C'est comme soir. ça? Ouais. Voilà. Enfin, si t'as Les envie de autres, faire la c'était- nuit, t'as le droit, hein. Voilà. Non, mais aide-moi avec mon français, s'il te plaît. Là, c'est coup d'un soir. Voilà, ou autre chose, tu sais, autres situations qui se sont développées. Et cette femme-là de mon deuxième mari, c'était aussi une principale. Ils étaient ensemble 4 ans avant que avant que moi je rencontre monsieur. Et mais, je sais pas, il y a plein d'endroits où on pouvait aller avec cette histoire, mais en gros, elle m'a dit, je sais pas. Moi, j'ai dit, bah, je vais le confronter, mais je vais pas dire que c'est toi. Et elle va dire, mais il va savoir. Et moi, j'ai dit, tu crois pas qu'il y a d'autres? Elle a dit, non, c'est pas possible. Et moi, j'ai dit, t'inquiète pas, chérie, on va voir. Bon, naïve à moitié seulement, alors, en ce qui te concerne. Oui, enfin bien sûr, moi, de toute façon, quand je suis dans toute relation après mon premier mari, je me suis dit, c'est super, il pourrait aussi être tueur en série. Tu vois, je vous dis tout en même temps. En gros, toutes les décisions de confiance que je prends, c'est avec le savoir que peut-être je saurai jamais. C'est nul, mais voilà, c'est dans ma tête de toute façon. Donc du coup, je garde toujours un cynisme élevé. Et en gros, je décide d'aller voir ce deuxième mari. D'ailleurs, tu dis deuxième mari, donc vous êtes mariés à ce moment-là? Oui, voilà, en 2020. En 2020, on est mariés et je crois que c'était 1 ou 2 mois après que cette femme m'appelle. Voilà, parce qu'elle a trouvé mes trucs chez lui. Moi, j'ai reçu mon job de rêve dans la ville où je suis maintenant. Du coup, on était séparés pour un peu avant que lui prévoyait de déménager ici. On sait jamais s'il le prévoyait vraiment. Lui, avec elle, prévoyait d'acheter une Tesla. Puis il y avait plein d'autres choses. Genre, ils regardaient les tailles de bagues de fiançailles ensemble. Je sais même pas ce qu'il prévoyait de faire. Mais voilà, en gros, on était séparés physiquement. Et puis vient la question que me pose tout le monde. Ah, c'est parce que vous étiez séparés que les hommes sont allés voir ailleurs. Et c'est pas vrai. Dans les deux cas, ils ont vu d'autres personnes pendant que j'étais là physiquement dans la même ville. Du coup, c'est vraiment eux qui le voulaient comme ça. Mais bon, on s'est mariés. En 2020, l'été, quelques mois après, cette femme m'appelle pour me dire, moi je dis je vais le confronter parce que je vais le quitter. Du coup, ce que je vais faire pour que toi tu gardes ton anonymat, c'est je vais juste lui dire t'as des trucs à me dire, t'as jusqu'à minuit. Du coup, j'ai fait ça. Lui a commencé à me raconter d'autres femmes, pas celles à qui j'avais parlé. Ah oui, moi, j'ai fait OK, il y a encore plus. Ouais. Et lui me disait, je sais pas ce que t'as envie que je te dise de plus. Et moi, je dis, j'ai entendu ça avant. J'ai même je suis venue à cette conversation-là avec un bingo de choses que mon ex-mari m'a dit et des choses de conversations où j'ai entendu après, tu vois, des choses communes qu'on peut entendre de quelqu'un qui a vraiment l'habitude de mensonges. Et émotionnellement, t'étais comment à ce moment-là? J'étais pas là. Tu t'étais dissocié un peu alors? J'étais pas là, ouais, correct. Dans les deux cas, j'arrivais à me dissocier complètement et pour prendre des décisions vraiment, des bonnes décisions. Dans le premier, j'étais genre, je vais être 100% la victime. Genre, il peut trouver tout. Il est tellement stratégique qu'il pourra trouver une façon d'être la victime dans tout ça. Du coup, j'ai fait complètement l'innocente. J'ai tout fait bien. J'ai tout, dans mes conversations et dans tout ce que je lui demandais. Le deuxième, j'avais un peu moins de patience quand même. Mais du coup, je lui ai quand même donné jusqu'à minuit parce que je pensais que je voulais être mariée et vivre cette vie avec quelqu'un, une personne, pour toujours. Du coup, je me suis dit, genre, c'est vraiment, faut que ces gens, ils arrivent à dire la vérité et à comprendre ce qu'ils veulent eux-mêmes. Et après, on peut travailler à partir de là. C'est un partenariat, genre, c'est toujours compliqué d'une façon ou d'une autre, le mariage. Moi, j'adore cette personne. On sera des super partenaires ensemble. On s'occupait bien l'un de l'autre. Il y avait plein de choses pour lesquelles je me disais, ça vaudrait la peine de continuer ce partenariat. S'il arrive à se bouger le cul pour me dire tout ce qu'il a à me dire avant minuit, mais il a choisi de pas faire ça. Ça, c'est le résumé. Et puis après, je l'ai quitté. Après ça, j'ai fait le contraire de ma phase de oui, du premier mariage. J'ai des chers amis, il y en a un qui est coach sportif, si on peut dire. En gros, j'ai fait un régime j'ai essayé de bien manger, j'ai essayé de faire du sport,
de me mettre dans ces modes-là. Aussi, je me suis dit un an sans personne. Donc vraiment, le contraire de ce que j'ai fait avec mon premier mari. Avec une envie de te reprendre en main un petit peu, de reprendre ta vie en main? Oui, après le premier, je me suis dit, je suis victime, c'était horrible, c'était un truc insensé, trop difficile d'imaginer que quelqu'un puisse faire ça. Et après le deuxième, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui va pas. Moi, j'arrive pas à trouver des gens avec des bonnes intentions, et il faut que je me pose des questions sur ce qui me motive dans l'amour ou dans trouver un partenariat. Est-ce que je peux arriver à trouver quelqu'un qui n'est pas comme ça? Donc c'est ça l'idée, thérapie, etc. J'ai vraiment de la chance d'avoir un travail de rêve. Donc je vis dans une nouvelle ville, mais j'ai une église sympa dans laquelle j'ai plein de connexions, je me fais plein d'amis. Et prochain chapitre. Du coup, dans ce moment-là, j'ai dû un peu réfléchir quel type de relation amoureuse est-ce que pas vraiment que je veux entreprendre, mais que je serais capable d'entreprendre sans avoir ces moments de peine intense, de manque de confiance ou des moments comme ça difficiles. Bien sûr, c'est pas possible de l'éviter. J'ai commencé à réfléchir à plein de trucs. Et mon frère, en fait, il a fait, je pense, 10 ans qu'il est polyamoureux. Du coup, on a eu plein de conversations dessus. Voilà, j'avais plusieurs années pour poser toutes les questions typiques, tu vois. Du coup, je me sentais assez familière avec, mais je connaissais pas d'autres gens qui étaient polis. Mais du coup, j'ai commencé sur cette voie. En gros, pendant mon année de rien, j'étais entre est-ce que je peux rester seule, non mariée, non, tu vois, pas dans un couple engagé sérieux pour le reste de ma vie. Est-ce que ce serait mieux, ou est-ce que peut-être je peux essayer d'autres formes de relations? Du coup, je me suis mise sur des groupes Facebook, en fait, de poly. Je dirais que c'était un grand contributeur à ma décision. Toutes les conversations, les histoires qu'il y avait là-dessus, je retrouvais des gens plein d'empathie, de curiosité. Voilà, j'ai trouvé plein de belles conversations là-dessus, même si j'étais pas sûre de commencer ça pour moi-même. J'étais toujours dans mon année, hein. Et à la fin, je me suis dit que c'est ce que j'allais entreprendre. Donc c'est un peu compliqué, ça vient aussi avec une déconstruction religieuse. Ça fait plusieurs années que je me voyais en tant qu'agnostique, mais j'étais quand même très très impliquée dans l'église dans plusieurs façons. On est un peu dans une communauté intentionnelle, famille de personnes qui habitent tout près. Ça fait petit village et j'adore. Donc c'est sûrement mon église préférée, mais c'est même s'il y a des problèmes, bien sûr. Mais en gros, ça a accompagné une déconstruction religieuse, pas vraiment liée au poly, mais un peu plus liée au fait que pendant cette année, j'apprenais à me découvrir plus, et puis je me disais, j'ai vraiment pas envie de vivre une vie de mensonge. Je veux que tout soit honnête, je veux que je puisse partager mes croyances, je veux que je puisse c'est un peu difficile à comprendre dans le contexte culturel français, mais c'est vraiment très très connecté au personnel aux États-Unis, et ça peut être dans une phrase que tu dis, si tu le dis d'une certaine façon, quelqu'un va savoir que t'es pas croyant comme eux, et du coup ils vont te voir différemment. C'est incroyable comme comme connexion sociale. Du coup, moi j'ai décidé que je voulais vivre en tant que moi-même, plus honnêtement. Et je me suis dit si j'allais être poly, et aussi je me trouvais un peu toujours pan. C'est pas vraiment le pansexuel en français. Oui, tu parles de la pansexualité. Voilà, pansexualité. Je me décidais que je voulais vivre en tant que moi-même, c'est-à-dire que je pouvais partager librement ce que je croyais, ou je pouvais communiquer mes valeurs. Ça a été vraiment une période difficile pour moi, parce que je m'imaginais bien sûr perdre cette sécurité sociale qu'est l'église, la communauté religieuse. Et du coup aussi, en réfléchissant à comment est-ce que j'allais faire ma vie amoureuse, je me suis dit, si je suis dans l'église et un peu cachée, tu vois, je pourrais pas, je serais obligée de cacher des choses, et j'ai pas envie de ça. Donc du coup, très lentement, sur 2 années, ouais, peut-être 2 années et demie, parce que là, j'en suis vraiment juste au moment où j'ai fait ma transition pour sortir de l'église. Et pas de souci, j'ai toujours plein de plein de soutien émotionnel, plein de belles relations. Donc du coup, c'était juste la peur qui m'arrêtait. Et du coup, après cette année, j'ai décidé de commencer en 2022 avec le polyamour.
avec une attention particulière à ne pas m'emmener avec une personne en particulier, à ne pas commencer à construire une vie ensemble. Tu voulais garder ta liberté, en fait. Oui, mais c'est plus que ça. Je crois que c'est une implication émotionnelle que je voulais éviter. De un, parce que j'ai du mal à faire confiance aux gens, parce que oui, comme comme plusieurs personnes m'ont posé la question, oui, quelque part c'est par peur de revivre les mêmes peines que j'ai déjà vécues 2 fois. Bah, c'est logique. Donc je suis obligée de reconnaître ça un peu, mais je trouve aussi que c'est une façon saine de commencer, surtout genre après un deuxième divorce, d'avoir ce sentiment-là de, je sais pas, est-ce qu'on peut dire un sous-vide? Souvent ça se passe comme ça quand tu perds une relation intime, c'était à peu près à prendre autre chose, même si ça te sert pas forcément. Oui, pour combler le vide. Voilà, pour combler le vide. Donc je crois que c'était une bonne façon de commencer. Donc je communiquais ça avec toute personne potentielle surtout si toi tu cherches à emmêler ta vie avec quelqu'un, c'est pas moi. Ça va pas se passer. Moi quand je décide quelque chose, j'arrive à le faire assez facilement. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. Ma première année de poly, j'ai construit des petites relations, plein de plaisir, plein de belles histoires de communication, d'apprentissage l'un sur l'autre, des belles intimités. Et je trouve que ça me va absolument bien. Je trouve que je retrouve une joie et une liberté et aussi le sentiment d'honnêteté. Hein. On sait jamais, mais le fait que ce soit acceptable, que quelqu'un éprouve une émotion pour quelqu'un d'autre, ça change la donne, je trouve. Donc, alors, tu découvres la polyamorie. Tu vas à des cafés polis, peut-être? Non, c'est plutôt par les applications. Des cafés polis, on appellerait ça peut-être des meet-up groups, juste des groupes qui se rencontrent, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça, oui. Non, je suis allée à un, il y a peut-être à peu près 6 mois. Mais sinon, c'est tout à travers les applications de rencontres. En France, c'est ce qu'on appelle les cafés polis. Alors d'abord, le terme café poli, c'est inspiré de ce qu'on appelait avant les cafés philo, dans lesquels on se rencontrait pour parler philosophie. Là, c'est un peu la même chose. On se réunit autour d'un café ou de n'importe quelle autre boisson et on discute du sujet du polyamour, polyamorie, et on en parle en parlant des problématiques, de ce qu'on vit, de ce qu'on rencontre, etc. Sachant que ce sont des groupes, par contre, pour lesquels les rencontres, c'est pas forcément adéquat, puisque notamment la drague est interdite. Le but, c'est vraiment de pouvoir discuter, mais également de pouvoir discuter avec les personnes qui découvrent et qui sont donc encore peut-être au stade où ils découvrent et qui peuvent même l'envisager, mais sans être entrés effectivement dans la polyamorie. Donc, c'est des personnes qui sont pas du tout encore prêts à ce qu'on leur dise qu'on veut entrer en relation avec eux alors qu'ils sont déjà mariés, par exemple, au hasard. Ouais. Mais le nom, il est bien trouvé en France. C'est mignon, j'adore. Donc non, c'est à travers d'applications, de relations que je trouve ça genre drôle à raconter, donc je peux le rajouter. C'est que après 1 an de rien, comme j'ai ouvert une application de rencontre. Bon, j'avais Covid, du coup beaucoup de temps libre. J'ai dit allez, ça y est, c'est janvier, on y va. Mais j'ai eu une réaction genre de ventre, de tout. Je pouvais pas rester debout quand je voyais que c'était quand je voyais comment ça dit, la localisation. En gros, que j'allais rencontrer des personnes près de moi. Je pouvais pas, et du coup, j'ai tout changé. J'ai dit, moi, j'adore la ville de Berlin. Du coup, je vais mettre ma ville de Berlin, et puis je vais faire des rencontres là-bas pour commencer tout doucement. Donc, tu t'es fait passer pour une berlinoise, alors? Non, j'ai dit à tout le monde. Genre, je leur disais que j'habitais pas là, mais j'allais y aller l'été, je crois, cet été-là. D'accord. Du coup, je me suis dit 6 mois, ça me donne du temps, je suis tranquille. C'était pour tester la séduction, en fait. Oui, et puis aussi, les rencontres. Poly, c'est très différent. Moi, j'avais jamais fait les applications de rencontres aussi. Genre, j'avais des amis qui ont fait ça, mais moi non, parce que j'étais très mono-amoureuse. Moi, c'était mon premier amoureux, mari, etc., pendant 7 ans. Après, c'était mon deuxième pendant 3 ans au total. Je crois qu'on était ensemble. Mais donc, du coup, j'avais jamais fait ça. Du coup, c'est pour tester ça. J'avais entendu toutes les histoires horribles. J'étais prête à prendre mes screenshots et à les partager dans mes groupes où on parle de ça. Mais bon, j'ai rencontré quelqu'un de sympa, d'ailleurs. Et du coup, après un mois, un truc comme ça, après un mois, je me sentais assez bien pour commencer à
parler avec des gens dans ma ville. Du coup, j'ai fait ça. J'ai fait des belles rencontres avec quelqu'un avec qui on est sortis, mais on est juste amis maintenant. Ça, c'est toute une histoire compliquée. Bizarrement, je vais utiliser cette plateforme pour faire une annonce. Il était très parfait dans tous les sens pour moi, genre féministe, communiste, avec la conscience de lutte sociale, active dans machin, il aidait plein de gens, pensif, genre plein de belles choses. Mais une fois, il m'a craché dans la bouche sans demander et ça m'a mis sur une route de genre attends, ça c'est pas acceptable. Et du coup, je lui ai posé la question gentiment et lui s'est mis en mode défensif, genre non, je crois que tu m'as dit que c'était bon, hein. Ouais, tu m'as dit que c'était bon, pourquoi tu m'attaques comme ça? Il m'a dit que j'ai fait ah ok, c'est pas un partenaire pour moi. Hop, un red flag. Oui, sa réaction à ça. Enfin, déjà de cracher sans demander, j'espère que c'est pas un truc commun. Là, du coup, maintenant, je pose à tout le monde et je. Non, pour le coup, moi, enfin, pour ce que j'en sais, après, j'ai pas, voilà. pas non plus une grande expérience. Après, ouais, le plus que tu demandes aux gens, genre ce qui se passe, je annonce général. Ne faites pas ça sans poser des questions à des gens parce que du coup, on est cassé. Oui, d'ailleurs, les gens ont le droit d'aimer ça, mais on demande d'abord. Voilà, c'est pas un truc donné. Alors, on peut tout faire du moment qu'on a demandé la permission avant. J'utilise mon plateforme pour le bien. Je l'aime bien, il est sympa, on est en communication. Il est juste, je suis pas amoureuse. Mais bon, première personne dans ma localité avec qui j'étais, c'était aussi super, aussi fusionnel et incroyable. On a plein de beaux souvenirs qu'on continue à construire d'ailleurs, mais juste, on a fait le truc de l'emmêlement, de l'enchevêtrement. Vous avez commencé à construire une relation en couple, là. Voilà. Pas dans le sens traditionnel, je crois, mais dans le sens où, genre, on pouvait passer l'un chez l'autre n'importe quand, on faisait machin, on s'assumait comme la personne défaut, tu vois, est-ce qu'on peut le dire comme ça? La personne socle, tu voulais dire peut-être. Voilà. La personne socle, mais sans le dire comme ça, tu sais, ça se passe que t'as envie de tout faire ensemble, tu vas aller quelque part, pour faire machin. Tu pourrais dire le partenaire principal, peut-être. Oui, on avait utilisé ce terme-là à un moment. D'accord. Mais c'était vraiment de l'emmêlement émotionnel aussi, je pense. Quand t'as une personne par défaut, comme vous parlez souvent. Du coup, j'essayais de prendre des pas en arrière et de lire plus, de faire de la recherche, plus genre, comment est-ce que je peux ne pas faire ça? Parce que je suis quelqu'un de très confortable, de très ouvert. Genre, oui, il est 7 heures du matin, on s'envoie des textos, mais oui, viens pour le petit-déj. Pas de souci, j'ai plein à manger ou viens rencontrer ma famille. Pour moi, c'est rien de spécifique, mais souvent l'autre le prend comme une communication de vouloir d'être une partie très très importante dans ma vie, si je peux l'exprimer comme ça. Et du coup, il y avait un déséquilibre qui commençait à se construire, je crois, de cette personne-là qui voulait être plus impliquée que moi. Et du coup, on a eu plusieurs conversations sur ça. Pour résumer, du coup, on a transitionné à la phase amitié. Donc, je dis transitionner au lieu de retour ou déconstruit, parce que à ce moment-là, quand je me posais ces questions-là, j'ai commencé à lire des choses dans des cercles d'anarchie relationnelle, plutôt des espaces anglophones. Il y a plein de ressources et plein d'activités dans les groupes. C'est comme ça que ça marche pour toutes les choses, malheureusement. Mais voilà, les concepts d'anarchie relationnelle m'ont vraiment interpellée. Et c'était vraiment on dirait que ce qui mettait des mots sur des concepts que j'essayais de chercher depuis que j'avais commencé mon petit voyage dans la polyamorie. Surtout dans le questionnement, genre, pourquoi est-ce que les relations amoureuses sont considérées supérieures aux non amoureuses? Et tout ce qui vient avec, c'est-à-dire, genre, comment être solidaire ensemble, comment ne pas se mettre avec une personne et s'enfermer sa vie, avec des enfants, une vie, des projets, dans le sens où on peut pas être un soutien à autrui. C'est pas pour dire que les gens dans les familles nucléaires ne font pas ça, bien sûr. C'est obligé de dire ça parce que dès que je commence à parler de ces choses-là, j'ai eu quelques personnes qui deviennent défensives. Et puis ça aussi, j'ai appris que c'est commun, grâce aux espaces en ligne, que c'est commun qu'on puisse parler de ces nouveaux concepts de la construction de relations, des présomptions qu'on se fait, et que du coup ça rend les personnes défensives, ceux qui sont traditionnellement mono-amoureux, hétéros, à la recherche de la vie
un peu, c'est surtout une vie traditionnelle aux États-Unis, c'est-à-dire de vivre dans une banlieue où t'es bien, t'es confortable, t'as plein de choses matérielles. Bon, Monsieur Berlin, on en avait fini aussi. Il y avait aussi un truc intéressant. Donc j'étais avec Monsieur Berlin et la personne dans ma ville en même temps. Ces deux-là ont été socialisés en tant qu'hommes. Bah, puis Monsieur Berlin, il était occupé dans un braquage, je crois. Dans un braquage. Oui, c'était une blague avec la Casa del Papel où il y a un personnage qui s'appelait Berlin, voilà. Ah non, je connais pas du tout. J'ai dit, j'ai raconté quoi comme histoire, le pauvre. Mais non, donc les deux sont socialisés en tant qu'hommes. Et j'étais donc avec les deux en même temps. C'était ma première fois d'être avec deux personnes vraiment en même temps, intentionnellement, de construire deux relations en même temps. Et j'avais cette impression que je pouvais pas m'enlever, qu'ils se sentaient en compétition, même s'ils se disaient à la surface, non, moi je suis trop heureux que tu sois avec lui, genre il a l'air bien, des choses comme ça. Après derrière, il y avait des petits commentaires. Mais de toute façon, je crois que les émotions négatives comme le fait de ne pas réussir à s'empêcher de se comparer au ou à la métamour, vous avez bien ce vocabulaire-là, métamour en Amérique. Eh bien, le fait de se comparer, je crois que c'est quelque chose de peut-être de naturel et parfois presque d'inévitable, et que plus que quelque chose, faut juste l'accepter puis essayer de le travailler éventuellement. Mais je dis ça tout en étant incapable de dire comment travailler ça. Comment travailler. Je crois que quand on se compare à l'autre, c'est qu'on a peur au niveau de son propre ego et de l'estime qu'on a de soi-même quelque part, et qu'on a peur que donc l'autre soit mieux. Ouais. Donc c'était là et je pouvais le sentir dans des petites sous-notes. Tu sais, peut-être c'est aussi ce que moi j'ai mis dessus, hein, c'est toujours possible, mais oui, des allusions, ce genre de choses. Ouais, j'étais obligée de l'exprimer à un moment. J'ai dit genre je supporte pas ce truc. Genre moi j'aime bien que tout soit ouvert, mais aux deux, hein. Je dis les deux, genre ça suffit. Vous pouvez poser des questions et j'aime bien en parler. Mais forcément, vous n'allez pas connaître toute l'histoire ou toutes les autres raisons pour lesquelles je suis avec cette personne. Bref, en gros, j'ai terminé les choses amoureuses avec ces deux personnes-là en même temps. Un peu lié à ça, un peu lié à l'emmènement, on peut dire, avec la personne dans ma ville. Et à ce moment-là, malheureusement, tu peux choisir de garder ça dans le podcast, mais j'ai décidé d'enlever les hommes de mes critères de recherche. Donc tout le reste, je crois que j'ai une appli avec genre 28 genres. J'ai enlevé juste les hommes. J'ai dit, je me suis dit ça suffit. Et de toute façon, c'est les hommes que tu peux enlever en fait. Voilà, c'est ça. Les personnes qui s'identifient en tant qu'homme, tout ça. On est d'accord. Donc à ce moment-là, j'ai fait ça, mais je parlais toujours avec une personne qui allait encore devenir un partenaire. Encore, on allait devenir très proches et très confortables l'un avec l'autre. J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect culturel. Je pense qu'ont plusieurs hommes dans le fait où il y a du mensonge qui est acceptable, qui est drôle. Genre on comprend pourquoi tu dis ça à ta femme. Genre elle comprendrait pas de toute façon. C'est pas pour dire que c'est tout comme ça, mais genre je vois pas ça entre personnes socialisées en tant que femmes. Et aussi, enfin, c'est tout, c'est aussi genre des pasteurs à qui on a parlé avec, en gros, les 2 épisodes avec mes maris, qui disent, bon, il y a des gens qui ont vécu pire, tu vois, ou genre, oui, c'est normal, oui, ça s'est déjà produit. Et moi, j'ai dit, et pourquoi c'est un truc? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de changer ça? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en tant que problème systémique? Bien sûr, c'est pas toujours les hommes. Genre, je dis pas du tout ça, mais je trouve qu'il y avait une facilité de compréhension de ce qui s'est passé qui faisait partie d'un monde dans lequel je voulais pas vivre, quoi. Genre, je veux pas que ce soit quelque chose qu'on comprenne bien. Je veux que ce soit quelque chose qui choque les gens. Tu sais, quand quelqu'un décide de faire ça. Oui, je comprends. Ça devrait pas être considéré comme normal. Du coup, j'ai été avec j'ai pu en caser une personne qui est adorable, avec laquelle je suis toujours.
On a beaucoup de choses en commun. On a une relation très, je trouve, genre tempérée. On a été très logique dans ce qu'on voulait et puis on s'est collé à ça, si je peux dire comme ça. Par exemple, dans le non-emmêlement. En même temps, je parlais toujours à un mec avec qui je m'entendais très bien. Et du coup, on a décidé quand même de sortir ensemble. Lui, malheureusement, j'ai eu une expérience. Bon, lui, il le sait pas, mais aussi il parle pas français. Alors, peut-être il l'entendra ou peut-être pas. Mais je suis devenue copine avec ma méta, donc son autre partenaire. Elle était adorable. Elle m'a crocheté des petits chapeaux pour mes légumes. On a fait plein des trucs mignons ensemble, quoi. Et un jour, elle m'a raconté, en pensant que je le savais déjà, qu'en fait, lui, il lui avait pas dit qu'il était poli quand ils ont commencé à sortir ensemble. Pendant un long moment, donc c'était difficile. Oui, c'est courant, malheureusement. Mais c'est affreux. Bon, d'accord. Et lui, il m'avait seulement dit que, oui, ça a été difficile au début avec nous, elle était pas cool avec le truc poli. Tu vois, il m'a raconté ça d'une façon où genre je pouvais pas savoir. Mais ce qui m'agace dans ce que tu me racontes, c'est que tu sais, je suis quelqu'un d'assez tolérant. C'est-à-dire que quand tu me dis qu'un mec a commencé sans dire à la femme qu'il est poli, franchement, pour moi, ça peut passer. Par contre, une fois que c'est acquis, une fois qu'ils vivent en polyamorie, et une fois qu'ils racontent les débuts, bah il assume. Il dit voilà, au début, j'ai merdé, j'ai pas su le dire. Juste assume. C'est dans un sens, c'est pas grave. Au moins, rien que d'assumer, tu seras 1000 fois meilleur que tous ceux qui ont fait la même chose, mais qui n'assument pas. Donc, déjà, tu t'en sors par le haut. voilà. Assumez, bordel. Assumez vos victoires et vos erreurs. Ouais, on a tous nos voyages à parcourir. Mais bon, lui, j'espère qu'il va bien. Et du coup, j'ai appris ça, et puis je pouvais pas rester avec lui. Mais au même temps, elle voulait pas que je lui dise, donc c'était un gros truc dramatique. Du coup, on a cassé, et puis c'était un peu difficile pour lui de comprendre, mais ça va, on y est arrivé. Tu as dû te séparer de lui sans lui en expliquer la décidé. véritable raison. Oui, et puis il y avait d'autres choses sur lesquelles on n'était pas parfaitement alignés, mais Bon, ouais. Donc d'autres choses. Et c'était vraiment pas, ça valait pas la peine de casser, donc je le comprends qu'il puisse pas très bien comprendre. Mais voilà, je suis heureuse que ça s'est passé de cette façon-là. Je regrette pas. On était aussi un peu emmêlés, tu vois, par contre. Ouais, c'est un peu c'est un peu drôle, cette histoire d'essayer de pas m'emmêler et de continuer à m'emmêler. Mais j'ai des très beaux souvenirs, toujours. J'ai peut-être le meilleur souvenir de polyamour, qui était que j'ai malheureusement perdu mon grand-père l'année dernière. Mes deux partenaires, là, celle avec qui je suis maintenant et celui avec qui j'avais cassé pour cette raison-là, ils ont prévu d'arriver chez moi exactement au moment que je rentrais. Et ils ont apporté les ingrédients pour une soupe, pour me faire ça, pour s'asseoir ensemble, pour genre des câlins. Et c'est un moment incroyable de triangulation. Je crois qu'on dit ça, mais positive. Après, j'ai rencontré une autre personne avec qui je suis, d'accord? Donc du coup, maintenant j'ai deux partenaires qui s'identifient en tant que femmes. Et j'ai une amie romantique qui est aussi anarchiste relationnel, mais du coup elle m'a posé ça comme ça et puis moi je dis oui, bien sûr j'ai envie. Et du coup nous on a toujours à avoir la conversation de comment est-ce qu'on veut construire ce truc, avec quoi est-ce qu'on est d'accord. Pour ça on utilise le smorgasbord relationnel. On est familier ou je le décris. Alors le smorgasbord relationnel, je suis un peu une évangéliste de ça. C'est en gros ça ressemble à une feuille de travail, c'est une fiche avec plein de petits cercles pour parler d'aspects différents d'une relation avec un ou une autre. Et ça touche sur l'émotionnel, sur le sexuel, sur les tâches domestiques, par exemple. Il y a une case spirituelle, je crois. Plein de choses comme ça. Et du coup, c'est fait pour mener une conversation pour deux personnes qui souhaiteraient entrer en relation, créer des projets ensemble. Et c'est vraiment le narcissisme relationnel, c'est vraiment genre tout déconstruire. Ça peut sembler même absurde à quelques personnes, mais le but du coup c'est de tout déconstruire pour reconstruire avec que ce qui marche bien pour ces deux personnes-là.
par exemple, tu peux avoir des traumatismes dans ta vie. Du coup, tu peux dire, je recherche pas le sexuel maintenant. Tu peux vouloir être vu en public avec quelqu'un ou non. Moi, par exemple, quand j'étais toujours bien dans l'église, l'année dernière, je disais à mes partenaires romantiques, je disais, moi, je veux bien qu'on soit ensemble en public, romantiquement. Mais par contre, dans mon quartier, où il y a genre 30 maisons dans lesquelles je connais des gens, et genre je voudrais qu'on fasse pas ça, quoi. Qu'on donne pas des idées aux personnes que je suis sexuellement active. Parce que c'est beaucoup pour des gens de moi, pour que moi, je transitionne de personnes mono-amoureuses hétérosexuelles en pansexuelle, sexuellement active. Ça fait vraiment genre beaucoup de transitions qui choqueraient beaucoup de gens. J'ai un peu fait mon coming out théologique. Il y a un autre mot en français pour coming out? Je crois que j'ai lu une conversation là-dessus. Ah, pour le coup, en français, je connais que coming out. Si, on dit sortir du placard. Ouais, ok. Ok, bah en gros, je suis sortie du placard théologique avec les gens qui m'importent. Tu vois, j'ai fait ça sur 2 années, comme j'ai dit avant. Du coup, maintenant, j'ai dit à mes partenaires, c'est bon, on peut être ensemble en public, tout me va. Donc, les 2 partenaires et une amie romantique, c'est comme ça qu'on s'appelle pour le moment. Et je suis même avec un homme, comment est-ce qu'on appelle ça? Un ami amoureux. Ça fait beaucoup de personnes. Même il y avait un moment où une d'entre elles avait un moment difficile, plusieurs moments difficiles. Et avec une autre, on avait des conversations un peu plus intenses sur un malentendu, sur les attentes autour de faire l'amour et tout ça. Et là, à ce moment-là, je me sentais super, je sais pas, c'était une forme d'anxiété. Genre, mince, s'il y a une autre personne qui ça se passe mal, même si c'est un ami, tu sais, même s'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de moi, j'ai vraiment pas l'énergie ou le temps parce que je suis en train de faire ça. Du coup, j'essaye de faire intentionnellement que je passe un peu moins de temps avec les personnes avec qui je suis moins impliquée émotionnellement. En leur expliquant, j'essaye de passer plus de temps avec ces personnes avec qui ça se passe pas bien, comme j'arrive en soutien. Et comme aussi j'avais un ami qui allait mal, j'avais ce moment d'anxiété et puis du coup j'ai décidé de changer juste temporairement mon allocation de temps pour pouvoir m'occuper de ça. Mais pour l'instant, j'ai vraiment trop de chance de connaître les gens que j'ai. J'ai vraiment aussi des amis qui me soutiennent. Tu sais, je vis dans un monde avec mes amis où j'ai pas besoin de vraiment m'expliquer. Il y en a qui sont curieux, qui s'y connaissent pas du tout, du coup, qui posent des questions, mais c'est pas du tout dans le besoin de se justifier. Tu sais, comme on avait parlé d'un monde où ce serait bien, où c'est juste une autre option. Oui, ils ont juste envie de te connaître un peu ta vie. C'est aussi Ouais. ça l'amitié. Oui. Donc j'ai vraiment la chance d'être entourée de ça. Je me sens toujours vraiment soutenue par les espaces en ligne et j'insiste là-dessus juste parce que c'est tellement c'est une partie importante de la raison pour laquelle j'ai commencé et puis aussi c'est toutes les histoires qui sont partagées dedans, tous les avis, les contributions que font les gens qui participent vraiment à un plus grand collectif de solidarité. Tout ça vraiment est central pour que je continue à me sentir bien et authentique et pouvoir aussi donner du conseil aux autres. Voici maintenant donc la question rituelle de fin de podcast. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition personnelle du polyamour, de la polyamorie ou de quelle que soit l'expression que tu utilises? Surtout la liberté romantique, si on commence sur la polyamorie, affective, de sortir des contraintes donc mono-amoureux, monogame, et aussi de sortir des contraintes des attentes. C'est un exercice sérieux d'apprendre sur soi, les émotions qu'on ressent et pourquoi, de déconstruire ce qu'on a appris de cette façon-là. Et après l'anarchisme relationnel que moi je suis, donc ma définition, je dirais c'est une liberté un
peu plus amplifié. C'est une déconstruction plusieurs pas plus loin. C'est une façon de vivre pour questionner les structures sociales qu'on a en place, pour s'assurer que les décisions relationnelles qu'on prend contribuent à notre perspective politique, je crois, dans le questionnement de la recherche du confort et de la sécurité. D'accord. Et bon, je sais que maintenant c'est assez facile à vivre à cause de mon âge et ma démographie, on peut même dire, genre ma appartenance démographique, que c'est assez facile de trouver des partenaires et d'être dans des cercles de personnes qui ont aussi du temps libre. Mais je garde toujours en tête que plus on grandit en âge, plus de gens vont se rassembler sous forme de famille nucléaire, et du coup il y a moins de personnes qui sont libres ou qui ont le temps libre de se poser des questions, de vouloir refaire le monde. Et du coup j'essaye d'être en communication avec des personnes plus âgées qui ont ce style de vie, qui ont pris des décisions à base de poly ou d'anarchie relationnelle, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pourrait être pour moi au long terme. Je vois surtout, malheureusement, je me vois plus en France. Il y a plus de facilité à vivre de façon non conforme, je crois, qu'aux États-Unis. Surtout légalement, financièrement, c'est compliqué. Il y a plein de bénéfices à être dans un modèle nucléaire. Mais voilà, reste à voir. D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces réponses à mes questions et à bientôt. Merci pour ces questions.